Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sans Filtre. Alors le premier c'était on n'est pas d'accord, finalement on a rebaptisé ça Sans Filtre parce que c'est vrai que parfois nos commentaires sont sans filet, sans filtre, sans rien derrière, quoi. Donc aujourd'hui on est parti pour parler sur une thématique un petit peu préoccupante qui est le coût de nos motos, l'inflation. Nos motos sont-elles devenues trop chères? C'est un sujet intéressant les garçons. Oui, non. Oui. Christophe Lemao pour en débattre. Alexis, on va commencer par toi. Tu vas déjà nous expliquer un petit peu quelques mécanismes sur l'inflation, histoire qu'on sache bien de quoi on parle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Parce qu'on en parle tout le temps à longueur de journée, aux journaux télévisés notamment. L'inflation, c'est la hausse générale des prix des biens et des services. Donc elle est mesurée avec l'indice des prix à la consommation, qui permet tout simplement de mesurer la variation des prix de nos biens et de nos services du quotidien. Donc comment l'INSEE, c'est l'INSEE qui mesure l'inflation, elle suit en fait un panier de biens et de services, donc un certain nombre de produits du quotidien qu'on consomme toute l'année, et elle mesure la variation des prix de ce panier. Donc déjà, selon vous, depuis quand on mesure l'inflation? Vers les années 70, au premier choc pétrolier. Voilà, j'aurais dit ça, moi. J'aurais dit ça. 1914. Oui, bon, c'était un peu avant. Voilà, le premier indice des prix à la consommation date de 1914. On en est à la 8e génération. L'indice actuel, il est entré en vigueur en janvier 2016. Et la méthodologie pour établir cet indice des prix à la consommation, elle est européenne aujourd'hui. Les pays entre eux partagent un petit peu la même méthodologie. Alors, l'INSEE va collecter un certain nombre de données, de prix, pour établir un indice fiable. Donc ça commence par 160 000 prix qui vont être collectés par des petits bonhommes de l'INSEE, tout simplement, qui vont se déplacer dans 30 000 points de vente. Il y a aussi 500 000 prix qui vont être collectés sur Internet. Alors pas forcément par des humains, mais ça peut être par des robots aussi, parce que c'est énorme, 500 000 prix. Et puis on a aussi des prix qui sont donnés par l'administration, notamment les remboursements de santé, etc. Et enfin, on a surtout 80 millions de prix, de tarifs, qui vont être collectés directement par les caisses des supermarchés. En fait, les supermarchés et les hypermarchés ont l'obligation de transmettre tout leur ticket de caisse, etc., pour permettre à l'INSEE d'avoir vraiment une vision de tous ces prix. Justement, où est-ce qu'on en est de l'inflation? On va regarder ça aujourd'hui. Alors, vous le voyez, cette courbe, elle fait mal. Pourquoi on parle beaucoup d'inflation aujourd'hui? Vous voyez le pic là, 2022-2023, on a explosé. On est au-dessus des 5% en 2022, à peine moins en 2023. Et j'imagine que ça part un peu en live en 2020, non? Exactement. Alors, même s'il y a une inertie, en 2020 encore, c'est contenu, mais en fait, le coût des transports, des matières premières, tout a explosé, ce qui fait que la pire année, en fait, ça a été 2022. En fait, les prix qui ont le plus augmenté, c'est l'énergie, c'est les services et c'est l'alimentation. On est à 39%, donc presque 40% en 20 ans. En moyenne, nos biens et nos services, ils ont augmenté de 40%. Est-ce que ça veut dire que le prix de nos motos a augmenté d'autant? En moyenne. C'est une moyenne, donc ça peut être, suivant les biens et les services, ça peut être un peu plus, un peu moins. Moi, je suis allé voir aussi la définition exacte de ce que c'est l'inflation sur le site du gouvernement. Il a bon ou il a pas bon? C'est ça, et elle s'explique par un rapport de demande qui augmente face à l'offre. Voilà, je tenais à... c'est un mécanisme purement économique. Le mécanisme naturel, c'est ça. Et c'est 7% en France, mais c'est pire chez les autres parce que dans les pays de l'Europe, il y en a qui sont à plus de 20% quand même. Voilà. Et sachant qu'il y a des facteurs aggravants, il disait que ce qui explique l'inflation régulière, courante, actuelle, c'est le Covid, forcément. Ouais. Parce que le temps de se remettre en jambe l'industrie, l'inertie dont tu parlais, l'Ukraine, qui du coup, certaines matières premières sont hors de prix, et même les sanctions sur la Russie, c'est l'énergie du coup qui augmente, donc tout le reste augmente. Ouais. Et aussi les devises, les fluctuations de monnaie. La parité monétaire. Voilà. Vas-y Christophe, je t'en prie. Je sais pas, mais peut-être que pour parler aussi d'une inflation plus populaire, courante, on peut prendre un exemple type. Ouais. Alors l'exemple type, ça peut être celui d'une moto populaire comme la Yamaha MT-07. Voilà, que tout le monde connaît, qui à sa sortie était vraiment pas cher. Puisque depuis 2014, elle caracole en tête des ventes, même si, bien sûr, depuis, il y a eu la Hornet qui est arrivée, voilà, ou les ventes de GS 1200 cumulées, 1250. Mais la MT-07 est arrivée en 2014 à 5 699 € sans APS. C'était une offre de lancement à l'époque.
6 199 € avec ABS. C'est pas cher. C'était vraiment pas cher. Bah ouais. Mehdi, pour l'anecdote, avait titré à l'époque une 700 dans le 1000. Ah, je me rappelais même Parce plus. que Yamaha avait vraiment mis dans le 1000, comme on dit, avec une super moto et surtout vraiment très agressive en prix. Puis quand on la voit comme ça, elle fait très actuelle, quoi. Je veux dire. complètement, ouais, De toute façon, elle va pas bouger. Donc, De toute façon, Si, elle va ils pas ont bouger. changé. Millésime les feux. suivant, si on peut le voir le bouchon slide de valve, suivant. Ils ont mis une grosse gamelle dégueulasse. Après, elle a évolué en 2018 et donc on se retrouve à 7 099 € avec l'ABS. Donc déjà, elle avait pris quand même une petite. Mais c'est le petite fluo, ça augmente. coûte cher. Le fluo, Ouais, c'est ouais, super ouais. cher. Et ça a coïncidé C'est avec une l'arrivée marque du permis A2. Donc Mais ça, on voilà. changeait aussi de normes, je crois, à l'époque. Et eux Ouais. nous disaient qu'ils mettaient. Il y avait eu un petit peu de jus de cerveau, de RD, qu'il avait Ouais, fallu. pourquoi c'est Euro 4 bon. Ouais. Alors, Mais à un moment donné, tu peux pas toujours impacter ça aussi sur le client, quoi. Alors, C'est des trucs que tu dois prendre à ta charge, entre guillemets, le développement, les normes anti-pollution. On Sinon, va- le client, au bout d'un moment. Alors on va. Vas-y, termine, Christophe. On va montrer le dernier slide aussi, 2021, avant-dernier. Donc là, elle prend 7 299 € avec ABS, toujours permis à 2. Donc évidemment, c'est encore un peu plus cher. Et puis le dernier, qui frôle les 8 000 €. Donc forcément, là, il y a la MT-07, elle a vraiment augmenté. Alors attention, avant que Rémi rentre dans un débat, parce que je vois qu'il a des arguments, Ouais, mais il a des il ne faut pas arguments, oublier que Yamaha, quand ils sortent une moto comme ça, ils le savent, ils le sentent. Donc ils avaient fait quand même fait exprès à l'époque de sortir une MT-07 vraiment pas chère, quitte à ne pas gagner beaucoup d'argent. Mais attends, ça me fait penser à la Hornet actuelle, toi. Voilà, pour l'installer sur le marché, faire un impact très fort. Et là, pendant 2 ans, tu charbonnes et tu fais plein de ventes, tu installes la moto et après, on s'en fout, tu sais que tu peux l'augmenter, même si tu la fais pas évoluer. Et ta marge, finalement, constructeur, tu la fais après. Mais voilà. je peux juste dire un truc avant que tu t'enchaînes, parce qu'entre 2014 et 2024, il y a 10 ans, il y a 2000 €, quoi. 2000 €, c'est juste énorme Ah ouais, ouais. sur Après, un modèle. faut- Quoi. Comment tu justifies ça, quoi? bah, je dis, l'inflation générale aussi. Enfin, Ah, non, là, effectivement, c'est là, on est disproportionné. au-dessus, Mais, quoi. Complètement. non, alors, moi, j'ai justement appelé un peu des gens pour préparer cette émission. Je voulais pas basculer dans le discours un peu populiste. Les motos sont très chères, même si c'est tout à fait vrai. Non, c'est pas vrai. On en reparlera après. On en reparlera après. Et donc, du coup, justement, je voulais avoir un petit peu donner la parole à nos chers constructeurs. Oui. Donc, j'ai appelé quelqu'un qui est de l'autre côté et à un échelon quand même assez important. Un Et nom à qui- particule, non? un nom en particulier, tout à fait. Éric Dieusen. Il Voilà. va bien. Qu'on appelle, parce que voilà, Eric, il sait plein de choses. Effectivement, il y a ce que tu dis, c'est la manœuvre un peu marketing. La phrase qui m'a un peu interpellé, c'est lui, il dit il faut donner la chance au produit et au volume pour pouvoir l'installer Ouais. et après Ouais. le développer. Ouais. Alors, il y a plein d'autres raisons qui expliquent la hausse des coûts. Alors, il a été tout à fait honnête avec lui, ça explique pas toujours tout, hein, mais c'est des indices. Voilà, c'est à prendre comme je vais les présenter. Donc, il y a le coût de la parité monétaire, donc, parce que la plupart des marchandises s'échangent en dollars. Bien sûr. Sauf que le dollar est une devise qui fluctue beaucoup. Par exemple, en ce moment, on sait que comme la dette européenne elle est plus très importante et elle augmente plus rapidement que le dollar, le rapport entre les deux devises ne sont pas les mêmes. Bien souvent, ils achètent les matériaux sur les lieux de production, ou encore c'est des devises différentes, etc. Donc ça, c'est un truc pour lequel les constructeurs ne peuvent rien faire. Le coût des matières premières, alors qui augmente parce que la demande et l'offre augmentent. Il m'a donné des exemples qui étaient assez parlants. Lui, il connaît bien l'univers du luxe. Il me disait, dans les catalyseurs, pendant longtemps, on utilisait beaucoup le palladium. Ouais. Et le palladium, Dans les FAP. dans les montres, bijoux, dans l'horlogerie. c'est devenu un alliage rare. Et donc, du coup, son coût a explosé. Je crois, il me disait que c'est presque plus cher que l'or maintenant. Ouais. Et donc, ils sont confrontés à ce truc-là. Donc, il faut le temps de retrouver un autre matériel, etc. Et il y a aussi un autre truc qui m'a souligné, que je trouvais intéressant, c'est que maintenant qu'il y a l'engagement dans le respect de l'environnement, ça bouleverse un petit peu l'équilibre entre les Ah, c'est matériaux. dommage. Ouais. Et ça crée un peu des tensions sur certains matériaux plutôt que d'autres. Il me disait notamment, l'alu maintenant est souvent privilégié au plastique parce qu'il se recycle plus facilement, l'alu. D'accord. Tu vois, c'est plus facile à recycler. Donc voilà. En gros, ce qu'il expliquait, c'est que la moto est un petit poisson dans un énorme aquarium et que tout fluctue et que il faut des fois regarder un peu plus loin. Le coût des contraintes dues aux normes, tu vois, alors en R&D. Alors ce qu'il m'expliquait, c'est que c'est pas forcément, ça leur coûte pas forcément beaucoup plus, mais la logique c'est, tu as un surcoût technologique que tu ne peux pas derrière, qui n'est pas monnayable, tu vois ce que je veux dire, Ouais. avec les normes environnementales. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser en R&D pour que les motos passent les normes, Ouais.
Mais c'est pas parce que là, tu peux pas marquer sur la pancarte, allez Euro 5 plus, c'est mortel. C'est pas comme si tu avais 50 chevaux de plus. Là, tu peux le monnayer. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cet équilibre-là qui est compliqué. C'est une contrainte. La norme, c'est une contrainte. C'est une contrainte, voilà. Et d'autant que ça vampirise un petit peu tout ce qui est créativité et R&D pour d'autres choses, tu vois, pour développer et pousser les motos vers l'avant, parce que les budgets qu'ils mettent là, ils les mettent pas ailleurs. C'est vrai. Voilà. Et donc il y a la fameuse la stratégie des prix agressifs au début. Et bon, voilà. Et c'est pas aussi simple que juste les motos augmentent. Alors des fois, il y a des contre-raisons. Il y a encore un élément. Ouais. Un dernier élément, et j'en parlais avec justement un importateur de motos chinoises, c'est le coût du transport. Aussi. Le coût du fret qui est hyper fluctuant. Depuis la crise du Covid, on avait un container par exemple. Alors dans un container, tu mets entre 12 et 40 bécanes. Pour voir un petit peu suivant la cylindrée, suivant la taille des motos. 12 Goldwing et 40-125. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Avant le Covid, on était dans les 3000 balles. On pouvait même descendre. On m'a dit qu'on pouvait trouver des à 2000 balles, 1500 $. Mais bon, faut pas être trop regardant sur qui te transporte et par où il passe. Bref, c'est remonté avec le Covid, c'est redescendu. Il y a eu la crise de l'Evergreen, le porte-container qui s'est mis en portefeuille dans le canal de Suez. Et puis, m'expliquait-on, donc c'est chez GD France qu'on m'a expliqué ça, c'est Jean-Philippe Tartaglia qui me disait que depuis le conflit ukrainien et surtout ce qui se passe en Israël, là aussi c'était monté très très fort fin d'année dernière. On était monté quasiment au tarif du Covid, donc à 12 000, 13 000 $ le container. Aujourd'hui, c'est redescendu à 3 500. Et tu vois, il m'en parlait, il me disait aussi que c'est bête, mais le cours de l'acier, et c'est fait en quoi les containers? Tu vois, enfin bref, en gros, il y a plein de variables qui s'auto-influencent et qui font que, effectivement, les prix d'une manière générale augmentent. Alors, on saura jamais à quel point ils perdent ou ils gagnent de l'argent, tu vois ça. Ouais, parce que eux, quand tu les écoutes, ils disent non, nous on prend sur notre marge pour justement garder le prix, machin. Bon, après, tu vois, il y a aussi ce qu'on peut critiquer, c'est la hausse des motos qui effectivement. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à l'époque, il y a 15 ans, une moto haut de gamme, ça impliquait plus des meilleures suspensions, des meilleurs freins. Aujourd'hui, une moto haut de gamme, c'est plus d'électronique, c'est plus de gadgets, tu vois. Donc il y a aussi ça, moi, qui me gêne plutôt, c'est qu'à l'époque, tu achetais une moto haut de gamme, tu avais une belle fourche au lisse, des beaux Brembo, du bon, et aujourd'hui, super, tu as une aide au démarrage en côte. Mais tu vois, donc il y a aussi ça qui fait que je trouve que ça perturbe un peu notre vision et notre lecture des prix des motos, tu vois. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai un contre-exemple par rapport à l'inflation. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que le prix des motos a augmenté. Ah bon? J'ai un exemple criant. Alors, on est en 1997. J'ai 22 ans, j'écoute du Bon Jovi, j'achète ma première bécane, c'est un Bandit 600N. Wow. C'est ça qui m'a fait rêver, quoi. Elle claque quand même, non? Ouais. À l'époque, je la paye 37 500 francs. Je fais un crédit, c'était pas évident. Bref, 37 500 balles. Si tu calcules juste la parité franc-euro du jour, par exemple, ça te la ramènerait à 5 700 €. Eh ben, c'est le prix de la MT-07 en 2014. Ben non, sauf que c'est pas du tout ça. Parce que si j'en crois l'INSEE, d'après l'INSEE, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat donc de ces 37 500 € en 2000, ça correspond aujourd'hui à 8 500 €. Donc finalement, le prix de ma Bandit de l'époque, c'est comme si aujourd'hui ça me coûtait 8 500 balles. Sauf qu'aujourd'hui, un Roadster mid-size, si on prend l'exemple de la Hornet, on est à 8 099. Ouais, c'est ça. Si on prend la MT-07, on est en dessous des 8 000 balles. Donc finalement, les motos de primo-accédant, ou peut-être que le cœur du marché Roadster en mid-size, n'est pas forcément plus cher qu'il y a 20 ans. En fait, c'est surtout le haut du panier qui est beaucoup trop haut maintenant. C'est ça, il y a une dichotomie maintenant entre les moins chers et les plus chers. Ton exemple, il est pas mal. Parce que quand tu dis, tu parles de suspension, machin et tout, en fait, t'en trouves des bécanes à 16, 17 000 qui ont des super suspensions. Après, tu as le contenu électronique, en effet, qui te fait passer la barre des 20 000 € assez facilement. Et parfois, qui pour les motards un peu pur et dur, c'est du gadget, c'est accessoire et ça crée une confusion, quoi, tu vois. Alors, l'exemple de Mehdi est très intéressant, surtout qu'à l'époque, quand même, la Bandit... Oui, elle est belle. Bah si, elle est belle, même. Oui, c'est une belle moto avec une suspension arrière de merde à l'époque, un moteur creux comme un bambou. Et puis, t'en avais pour ton argent, à 240 kg. Oui, 240 kg, il fallait pas te la faire. De ferraille. Et un vieux moteur G6R, super, mais hyper recyclé à l'époque déjà. C'était déjà un moteur recyclé, alors que la MT-07, c'était quand même un moteur tout nouveau. Oui, c'est vrai, il y a du travail. Donc, il y a eu du boulot quand même. Voilà. Donc, en gros, la conclusion, c'est les motos ne sont pas toutes plus chères, c'est le haut du panier ou c'est délirant. En fait, c'est ça l'histoire. Alors ça, il y a une parade à ça. Il y a une parade à ça aujourd'hui. Et moi, ça me plaît pas du tout, cette parade. Ça m'énerve.
ça m'énerve. On a dit qu'on tapait pas C'est- sur le... sur le mobilier. C'est le fait de déguiser le prix de vente final derrière des formules d'accompagnement à l'achat. Avec les LLD, LOA. Tu veux dire et qu'on compagnie. n'achète plus un prix, on achète une mensualité. Une mensualité, c'est Voilà. ça, ok. Et ça c'est quand même très énervant. Les motos, elles ne sont plus affichées avec leur prix de vente, mais avec le à partir de, ou alors avec le 390 € par mois sans apport, 250 € par mois sans apport, Mais etc. ça, c'est un truc général. Tiens, Regarde, Voilà. regarde dans les téléphones, c'est Oui. exactement la même chose. Quand on Oui. vend un téléphone avec un forfait, on te dit ton téléphone il va te coûter rien du tout, juste tu prends ce forfait-là sur 24 mois, etc. Mhm. Si tu fais le calcul, si tu avais acheté ton téléphone nu au prix fort, Typiquement. au bout de 2 ans, tu auras payé moins cher. Ouais. C'est exactement la même chose avec une Et ça, LOA. c'est nouveau dans la moto. Parce ça, que dans le c'est téléphone, récent, ça a la toujours moto. été comme ça. Ouais. C'est récent. La moto va être comme ça. s'inspire de l'automobile. Aujourd'hui mais ça, d'ailleurs, on peut ça- tout louer. En fait, Hmm. on peut louer même sa machine à laver, Bien on sûr, peut son absolument matelas. tout louer. Ouais. J'ai reçu une offre là. Je Ouais. peux louer mon matelas. Et dans 5 ans, un nouveau, voilà. Je savais pas qu'on pouvait louer un matelas. Ouais. Eh, mais On peut tout louer. 299 € par mois, c'est pas... Voilà, c'est pour ça Elle aussi est qu'il y a pas plein de GS. Alors, les leaders en la matière. D'autant qu'ils sont hyper efficaces. Bien sûr, les leaders dans la matière d'offres de ce type-là, bah, c'est justement eux, c'est BMW. En France, c'est le leader. Et presque uniquement grâce à la GS et à la RT, où ils vendent plus de 75% presque. Ils atteignent presque les 75% de ventes par des formules d'accompagnement. Mais le C'est LOA, énorme. ça intéresse que les entreprises ou ça intéresse tout Ah le non, monde ça aujourd'hui? intéresse tout le monde, hein, maintenant tout le monde fait ça. Harley Davidson, ce serait a priori le deuxième. Indian aussi est pas mal placé, Ducati. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont les Japonais qui sont à la traîne Et en et plus- ils sont en train de refaire leur retard face à tous ces Européens. Et Les BM et Harley sont vraiment très au-dessus en matière d'accompagnement d'offres. et ces trucs-là, cette méthode-là de commercialisation, ça influe sur les chiffres de vente. hein. Ah bah complètement. On l'a Ouais. vu, vu sur les GS. Dès qu'une Parce nouvelle qu'il y a offre de aussi LOA ça, est ouais. lancée, Ouais. bim, janvier, 600 immatriculations de GS. On a vu ça l'année dernière. Voilà. C'était très impressionnant. D'autant plus que avec les partenaires financiers qu'ils ont, tu peux être intéressé en fait sur ta vente avec les offres d'accompagnement. C'est-à-dire que si tu as une concession et que tu fais plus de ventes avec des offres d'accompagnement, tu as des remises après sur tes motos, etc. Ce qui fait que tu as tout intérêt, quand tu es un vendeur moto, de la vendre avec un crédit. Après, il y a des contre-exemples aujourd'hui dans le Ouais. marché de la moto. La dernière CBR 600 RR qui est moins chère que les Brel d'occasion, ça, mortel. Ouais. La Ouais. Hornet 750 qui est franchement hyper Ouais. accessible. Ouais, mais ça, je pense que c'est justement le truc, le coup MT-07, tu vois. Ouais. Ils ont copié Yamaha, en fait, Ouais. pour l'installer, pour... Que gagne le Concess mais attends, après, Que gagne ouais. le Concess sur une vente de Ouais, Hornet? même la NT 1100 quand elle est sortie, elle était pas hors de prix. Ouais, ouais. Donc bon, après, Bon. il y a aussi. Est-ce que ça, Christophe, c'est pas pratiqué par les marques qui sont les plus chères du marché? Ah bah oui, parce que en plus BMW, Ouais. pareil, hein, ils ont derrière l'appui de l'automobile qui est gigantesque. Hein. Et je pense que ça aide aussi à avoir des prix des Ouais, Alexis, il avait fait une super actu hein, sur Petite ça. info justement sur le sujet, chez BMW, le service financier de financement Ouais. rapporte plus d'argent et génère plus de volume que la moto dans son ensemble. Voilà. Mais- Juste le service Ouais, financier. excellent. Ah, c'est bon ça. Donc la moto, c'est juste le parent pauvre en fait. Quand tu es chez BMW et que tu vends de la moto, bah, c'est là où tu as moins réussi. Quoi. Bon, on a fait le tour, non? On a fait le tour, je pense. C'est pas mal. En fait, on est quand même dans une spirale où il y a des motos très très chères tout en haut et des motos qui tendent à être un petit peu plus accessibles qu'auparavant, de mon point de vue. Si je vous ai convaincu, je suis pas sûr. Si, c'était bien. Si c'était. Merci Christophe. C'était bien. Après ton exemple, est-ce que ça veut pas juste dire que la Bandit il y a 20 ans, elle était déjà chère? Non, c'était la moto du peuple, si tu veux, la Bandit. D'accord. T'avais un 610 version, t'avais un Ducati Monster 650, 600 à l'époque. Ouais, 600 Ouais, 600 à l'époque, ouais. pas le Monstro 9, hein, Ouais. le Monster. Et puis t'avais cette Bandit qui était tellement belle. Ah non mais regarde, j'en veux une. Et si vous en avez une à vendre, envoyez-moi un petit MP, sincèrement. La prochaine fois, on affichera tous notre première moto. tiens. Bon, j'espère qu'on vous a apporté des informations par rapport à cette situation que l'on vit actuellement et le prix de nos motos que nous trouvons de plus en plus élevé, mais je crois qu'on regarde surtout les très très chers, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des très très chers, mais c'est un peu à l'image de notre société aussi. Hein. Regarde C'est les ça, différences ouais. par rapport aux Complètement, gens. Voilà. C'est vrai, On c'est est Vous vrai. pouvez réagir, hein. Vous pouvez d'ailleurs sous la vidéo mettre pour vous c'est quoi une moto pas chère, c'est quoi une moto chère, un exemple de moto trop chère, un exemple de moto bah non celle-là elle est pas chère franchement, bah voilà enrichissez-le, hein, enrichissez le Ouais, débat. n'hésitez pas à commenter.
Petit mot auto-promo, petit t-shirt Boulder fort sympathique les copains, je sais pas si vous avez vu, on est aux éditions La Rivière, on ouvre une boutique justement par rapport à ce genre de merchandising, il y a plein de références super sympas. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Vous avez l'adresse qui s'affiche là juste en dessous, allez-y. Nous on vous retrouve pour une prochaine émission dans un mois. Ouais, peut-être moins, on va voir. Peut-être moins, on va voir. Un thématique sympa. Ah là par contre, on va peut-être se jeter des trucs quoi. C'est possible. On l'annonce ou pas le thème? Non, vous verrez ça la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye. Salut! Ciao.